Donc, on va maintenant, je vais leur poser ces 3 questions qu'on a préparées. Ils auront chacun un temps équivalent pour y répondre. Et puis ensuite, vous aurez aussi la possibilité de leur adresser quelques questions. On va pas faire un monologue maintenant. Donc, prenons cette première question maintenant, qui a trait finalement à la thématique de la confiance. En 24 février de l'année passée, on va plus en parler maintenant, mais il s'est quand même passé beaucoup de choses dans le domaine des infrastructures, des sabotages contre des infrastructures vitales, on les a vus, des câbles sous-marins, des connexions pour les chemins de fer en Allemagne, le gazoduc, etc., les gazoducs. N'oublions pas aussi ce que nous a dit Monsieur Parmelin. Cet hiver, ça irait encore. On a vu que, fort heureusement, c'est le cas. La problématique, c'est quelles sont les années à venir maintenant. Et finalement, on s'aperçoit de la difficulté, on en a déjà parlé aussi, pour nos autorités d'expliquer ce qui est en train de se passer et créer ainsi de la confiance auprès de la population. Il y a un certain nombre de choses qui apparemment ne sont pas encore comprises. On les a entendues ici, ça vaut la peine de le répéter, que le délestage ou les délestages cycliques, c'est juste du poison pour les infrastructures. Vous le faites une fois, 2 fois, puis après ça fonctionne plus. Vous vous souvenez aussi de ce qui s'est passé dans les magasins le 17 mars, non, juste avant le 17 mars l'année passée, avec le pillage du papier WC à la Migros et ailleurs. Le 6 janvier 2021, suite à l'élection ou à la prise de fonction du président des États-Unis. Donc, on voit finalement qu'on est dans une situation où ça peut basculer très, très vite parce que finalement, suit-on ou ne suit-on pas les recommandations de nos autorités. Donc, la thématique de la confiance. Donc, moi, j'aimerais vous poser la question à chacun de vous maintenant. Comment, finalement, dans vos différentes fonctions, pouvons-nous maintenant contribuer à l'élévation de cette confiance? On commence par toi, Florent. Oui, volontiers. Merci pour moi. Ça c'est vraiment une question de transparence. Spécialement dans le domaine du cyber, c'est très, très important d'accepter que pas tout le monde est un expert cyber. Et en fait, on n'a pas besoin de tout le monde d'être un expert cyber. Mais quand même, on a tous les trucs, les téléphones, les ordinateurs, on utilise tout et on quand même refuse un peu de le comprendre. Et à mon avis, il faut changer vraiment la mentalité vers les gadgets et vers les ordinateurs parce que si je l'utilise, j'ai besoin d'un peu comprendre. Par exemple, parce que quand je conduis une voiture, je dois savoir comment mettre du gaz. Je dois savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur la route. Et on l'a appris et on le fait sans penser. Mais avec la domaine cyber, on a toujours l'image que c'est trop compliqué. C'est un peu le problème du business parce que le business fait beaucoup d'argent. On peut dire c'est trop compliqué d'acheter mon produit, ça résout tout. Si quelqu'un promet que ça résout tout, c'est pas le bon produit, hein. Et on n'a vraiment pas les bonnes informations pour faire la décision. C'est pour ça, par exemple, parce que le Centre national de la cybersécurité a commencé à publier des informations sur un site du web qu'on peut vraiment essayer à gagner des informations. Mais aussi l'autre, c'est très important qu'il y a les différentes organisations qui ont l'information, qui les partagent et qui sont vrais avec les informations, qui sont vraiment transparents. Qu'est-ce que c'est une attaque? Qu'est-ce que c'est une vulnérabilité? Et l'autre, c'est vraiment l'autre côté, d'avoir les informations, faire les bonnes décisions. Si on fait les décisions, on a besoin d'avoir un marché qui fonctionne et on a trop de produits qui sont pas de bonne qualité. Ça, c'est un autre problème. Si vous achetez, je sais pas, du peinture pour un peintre, il y a l'information, est-ce que c'est toxique ou pas? Avec les outils informatiques, on n'a pas. On n'a vraiment rien du tout. Et ça c'est une grande discussion aussi avec les autres pays. Comment est-ce qu'on peut faire plus transparent? Quelles entreprises font vraiment des produits
d'assez de qualité, parce que si on construisait les ponts comme on construit les moyens d'informatique, on n'y marcherait pas. Hein. Bon, donc vous rentrerez tous à pied aujourd'hui, prenez surtout pas les ponts. Hein. Mon brigadier, là. Alors, je rebondirai sur 2 points du délégué. Premièrement, c'est la transparence. Je pense que ça, c'est vraiment la transparence entre la triptyque qu'on a entendu de Martin von Muralt ce matin, entre population, acteurs de la sécurité et gouvernement. Et la confiance se construit aujourd'hui. Donc, ça veut dire on doit être transparent, on doit s'entraîner ensemble, on doit quitter les discours dogmatiques et politiques pour pouvoir parler honnêtement de faits. Et puis de trouver des solutions. Et là, je rejoins le deuxième point, c'est qu'en règle générale, quand on propose une solution facile à un problème complexe, c'est que c'est pas vraiment une solution. Bon, bah alors je peux rajouter encore une couche à ce qui vient d'être dit, parce que le mot honnêteté a été prononcé. Donc, tant qu'on n'a pas exercé quelque chose, tant qu'on n'a pas testé quelque chose, il y a quand même un risque que les choses ne fonctionnent pas et qu'on ne le maîtrise pas. Et puis ensuite, je dirais, il y a une certaine honnêteté intellectuelle. Alors, je ne vais pas pointe du doigt tel ou tel, mais à partir du moment où on propose une solution, il y a peut-être des avantages à cette solution, il y a peut-être aussi des inconvénients, il y a peut-être des coûts, et je n'ai pas l'impression que dans le domaine énergétique, dans le domaine cyber, on ait toujours été extrêmement transparent sur les risques que l'on faisait prendre, ou les décisions, ou les conséquences de certaines décisions qui étaient prises. Merci. Donc, en quelques mots résumés de cette première petite prise de température, on a entendu des termes comme culture, la connaissance, donc l'éducation, l'hygiène, hein, on a aussi entendu ces termes ce matin, la bonne information qui doit être partagée, la certification aussi, est-ce qu'on est bien sûr que quand on monte sur tel ou tel objet, il va tenir, la transparence, quitter le dogmatisme, donc aussi la thématique de l'honnêteté. Donc voilà tout ce qui va finalement nous conduire en direction maintenant de la confiance. Prenons la deuxième question maintenant, celle de la résilience. Lorsque Madame la conseillère fédérale Amerd est arrivée au département de la Défense, j'ai eu l'occasion de traiter la cyberdéfense et puis je lui ai dit, de mon point de vue, la résilience de la société humaine, de toute son histoire, n'a jamais été aussi faible qu'aujourd'hui. Imaginez que soit l'électricité, soit le cyberespace se prennent les pieds dans le tapis, qu'est-ce qui resterait derrière de notre société? Donc ici, je pense qu'on a effectivement quelques questions à se poser. Je vous ai présenté le roman de Solange Garnauti, là, Off. On pourrait revenir sur un autre document, vous avez peut-être encore en tête, Blackout, de Mark Ellsberg, qui est sorti en 2012. On a eu l'exercice du réseau national de sécurité 2014, je crois que tu en as parlé tout à l'heure, Martin. On a eu en 2017, je recommande, une émission à la télévision alémanique qui s'appelait Blackout, der Thementag im Überblick. 1 heure était égale à 1 jour de blackout. Sauf qu'au 3e jour, on a dit, bon, maintenant le blackout c'est terminé, on passe à la pénurie. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas compris que la pénurie, c'était vachement plus pire que le blackout. Mais voilà, on a fait cet exercice, il est très intéressant et vous le retrouvez facilement en ligne. Ensuite, la pandémie, nous en avons parlé. L'Office fédéral d'énergie a publié un rapport très intéressant au mois de mai 21 concernant la maturité de nos infrastructures énergétiques, notamment l'électricité par rapport aux cyber-risques. Il était prévu à l'époque qu'ils atteignent une note moyenne de 2,6 sur une échelle de 0 à 4. Là, le choc était assez sérieux parce qu'on s'est aperçu qu'il n'était même pas à 1. D'accord? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont tous dit la vérité, puis ça, c'est déjà un bon début si on veut revenir sur la thématique précédente. Donc voilà, ça, ce sont les éléments que nous avons. Dans ce cadre-là, finalement, la question, c'est quelle est la profondeur de l'abîme que nous pouvons nous permettre. Donc, en gros, c'est que devons-nous investir pour ne pas descendre plus bas qu'un certain niveau, parce qu'au-delà de celui-ci, les dégâts sont tels que ça fait vraiment, c'est plus récupérable ou qu'on arrive effectivement pas rapidement à remonter en force. Et puis là, on regarde aujourd'hui l'armée. Alors là, je vais tirer un obus en direction de l'armée, mobilisation avec le SMS, ou bien s'il s'agit maintenant de transporter nos troupes vaillantes de Genève jusqu'à Romanshorn avec un train qui ne fonctionne plus. Donc voilà, la question de la résilience. Alors comme j'ai gratigné mon camarade, je vais commencer avec toi, mon brigadier. Merci beaucoup. Donc, la résilience, pour moi, c'est beaucoup plus une histoire de femmes et d'hommes que de système.
Et là, personnellement, j'ai une meilleure image de la société actuelle et de la jeunesse actuelle, où je dirais que justement, on est plus habitué à être confronté à des nouvelles choses et à trouver des nouvelles solutions. Je peux juste raconter une histoire pour moi, ce qui était au niveau de la résilience, pour que tu viennes justement sur la mobilisation. C'était dans ma fonction précédente. J'avais eu le plaisir ou le devoir d'organiser la mobilisation dans la région romande, la division territoriale 1. Puis quand on le faisait, on disait mais c'est quoi cette idée? Ça va jamais arriver aussi politiquement. Et je me rappelle le 14 mars en vidéoconférence où très gentiment j'ai compris que oui, on allait mobiliser. Et j'étais pendant 45 secondes en état de choc où je me disais c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est pas là. Et ensuite la résilience, donc mon entraînement, ce que le système avait investi en moi est remonté. Et puis on a dit qu'est-ce qu'on n'a pas, quel est le chemin qu'on va faire. Et là également les CFF avaient été en train de réduire leurs prestations et on a trouvé des solutions. Donc pour moi la résilience c'est vraiment au niveau des femmes et des hommes, c'est un état d'esprit, on revient sur les points d'avant, transparence, éducation, et puis réfléchir aux problèmes, parce que c'est pas l'État, on l'a entendu aussi avant au cyber, c'est pas l'État qui va amener toutes les solutions, mais chacun a une responsabilité individuelle et doit être conscient de cela. Merci. Oui, je suis très d'accord. Aussi peut-être pour ajouter, on a aussi le monde plus connecté et la résilience, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout à fait soi-même. Et à mon avis, ça dit vraiment qu'on a vu le livre du Joseph Nye, qu'on a besoin de vraiment construire du soft power pour y être capable de négocier ou de le faire moins attractif d'être attaqué, par exemple. Et on voit maintenant avec le chip manufacturing, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on a eu une supply chain globale qui a vraiment garanti la stabilité, mais maintenant on commence à régionaliser les capacités et ça maintenant produit du conflit, pas produit, mais contribue au conflit régional aussi global. Et à mon avis, il faut vraiment au niveau politique, penser des grandes images et de construire des opportunités, parce que si tous les côtés ont des opportunités, conflit c'est moins attractif. Oui, moi je me souviens de la définition de la catastrophe. Et en fait, une catastrophe ne se définit pas par ses causes, elle se définit par ses effets. Donc c'est pas tellement le fait que ce soit le cyber ou que ce soit un incident. Alors, bon, j'aimerais que vous puissiez dormir cette nuit, donc je vais pas parler de chimie ou d'autres choses. Enfin, c'est pas tellement ce qui nous arrive qui cause tellement de problèmes, mais c'est comment on réagit et finalement comment on arrive à limiter l'impact sur la population. Alors, peut-être oui, avec des mots rassurants, peut-être avec de l'empathie. C'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas suffisamment vu ces derniers mois, ces dernières années. Et puis, comme l'a dit Hans-Jakob Reichen, le fait d'avoir des personnes qui sont là, qui sont au contact, qui ont été mises sur pied, je pense que ça fait une différence absolument considérable, que ce soit dans le domaine des réfugiés, que ce soit dans d'autres domaines. Simplement d'avoir quelqu'un en face de soi et pas avoir la possibilité ou le devoir d'appuyer sur un bouton pour avoir la réponse dans une langue ou dans une autre. Vous avez tous fait l'expérience quand vous avez quelque chose qui tombe en panne et que vous savez que vous allez passer les 90 prochaines minutes au téléphone. Voilà, d'avoir ce contact humain, je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence. Bon, Gasp, pour une fois, j'ai été complètement battu par l'opposition qui n'est pas d'accord avec mes idées. C'est pas grave. J'aime beaucoup le fait que vous apportiez un message positif par rapport à ça. Et donc, ça signifie aussi qu'il faut éduquer. Pour l'armée, entraîner. Et ce message, il va aussi en direction des entreprises dont on a vu un certain nombre aussi quand même passablement souffrir dans cette crise. Donc voilà, vous m'avez pris sur le pied gauche, mais vous avez certainement raison. Troisième question, celle de la souveraineté. On a imaginé que déjà un certain nombre de personnes que le problème de l'énergie serait réglé parce qu'on va vers le beau. Heureusement, certains ont maintenu ou maintiendront leur task force, donc ça c'est une bonne chose.
vraisemblablement non, mais ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'on va en direction d'un certain nombre de problèmes qui sont effectivement liés à cette indépendance d'action, cette indépendance de pensée, et donc à toutes ces thématiques liées à la souveraineté. On a vu une des décisions du Conseil fédéral qui ont soulevé passablement d'opposition par rapport au stockage de l'information dans des clouds exploités par des entreprises géantes étrangères. Ça a donné lieu à des initiatives au niveau du Parlement qui ont été dans l'intervalle plus ou moins classées et seront remplacées par des rapports. Il y en a quand même un postulat de Madame la conseillère d'État Zgragen qui est revenu aujourd'hui. Mais disons que cette question, fort heureusement maintenant, elle est sur l'agenda politique. Elle était déjà grâce à Monsieur Parmelin en 2017-2018. C'était malheureusement avant la pandémie, donc on a écarté cette question. Mais la voilà qui est revenue avec le matériel médical. La voilà qui revient maintenant avec la thématique aussi du matériel informatique. Alors peut-être que les Chinois ont-ils plus peur que nous, mais la question de Taïwan, bien sûr, va se poser quand même de manière assez brutale à nous si tout à coup, effectivement, la production de ce pays, je dirais dans les 2 ou 3 ans encore, était tout à coup annulée parce que et les Européens et les Américains investissent des sommes brutales en milliards de dollars pour rapatrier la production. Néanmoins, on voit ici cette problématique. Nous, la petite Suisse, ici au milieu, nous sommes dépendants. Donc, par rapport à cela, maintenant, ma question, dans vos différentes positions, maintenant, comment finalement renforcer cette souveraineté nationale, peut-être aussi en collaboration avec d'autres, parce qu'une fois de plus, on est ici en réseau. Je commencerai par toi, Alexandre. Alors la souveraineté, c'est une notion juridique. On trouve la notion de souveraineté dans la Charte des Nations Unies. Enfin, ça reste une espèce de chimère, ça reste une définition, ça reste un terme. Maintenant, comment imposer, comment faire vivre, rendre vivant et concret cette souveraineté? Eh bien, je suis désolé de dire, mais on revient toujours à l'essentiel. C'est une question de rapport de force. Et c'est valable dans le domaine de l'économie, comme dans le domaine du judiciaire, comme dans le domaine militaire, comme dans d'autres domaines technologiques, on pourrait parler des brevets ou autres. À la fin, ça revient toujours à ça, c'est qui tient l'outil par le manche. Et en réalité, la Suisse a des outils, a des armes extrêmement intéressantes dans ce domaine. C'est clair, il faut en être conscient, il faut savoir utiliser ces outils, il faut investir dans ces outils, investir dans ces relations, dans ces partenariats, investir dans une base industrielle et technologique, par exemple. C'est un exemple parmi de nombreux, et c'est seulement comme cela que l'on pourra échanger, que l'on pourra coopérer dans une situation vraiment difficile. Merci. Oui, c'est une question assez difficile parce que qu'est-ce qu'on vraiment veut? À mon avis, c'est l'importance d'être capable de faire des manœuvres, d'avoir une certaine degré de liberté pour faire des décisions. Mais en fait, c'est pas seulement la dépendance avec les autres pays, c'est aussi la dépendance de l'économie. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se comportent comme des pays. Et il y a les gouvernements du pays qui perdent du capacité de négociation et tout ça. Et ça va tout être plus compliqué. Et à mon avis, on doit vraiment investir à avoir, par exemple, des capacités clés ou des technologies clés qu'on peut vraiment dire si on ne peut pas s'aligner les intérêts, on peut utiliser un peu de force, du soft power si on veut, et vraiment utiliser ça. Et à mon avis, là, on est vraiment bien positionné. Par exemple, on a des technologies assez importantes pour le monde. Si on voit le quantum cryptography, on a Schneef, un professeur qui est vraiment un des meilleurs du monde. Si on regarde nos ETH et EPFL, ils sont très très bien positionnés sur le monde. On a l'apprentissage qui est très valable pour avoir une workforce assez bien éduquée. En même temps, à mon avis, on fait un peu la faute que dans les positions assez importantes, par exemple le leadership d'une entreprise ou politique, on pas vraiment embrasse tous les talents. Et à mon avis, ça, c'est aussi quelque chose de très, très important
pour garder la souveraineté, d'avoir vraiment les bien personnes avec des différents points de vue qui peut débattre, qui peut discuter et arriver à des décisions dans les positions de décision qui ont vraiment les différents comment est-ce qu'on dit qui savent les détails. Très bien. Ah oui, merci. Vas-y. Également pour un militaire, la question de la souveraineté, c'est quelque chose d'assez complexe, étant donné que c'est l'outil armé doit donner au gouvernement cette liberté de choix d'agir. Et si on n'investit pas dans la souveraineté qu'on aime ou qu'on aimerait avoir, et puis qu'on décide de changer, il y a des choses qui seront pas possibles. Et pour les militaires, si ça vient au niveau d'un conflit, en règle générale, c'est des vies qui payent. Les images qui me restent maintenant, c'est les soldats russes qui attaquent à Bakhmout, qui sont pas préparés, qui disposent pas des moyens nécessaires, parce que on demande à une armée de faire quelque chose, d'obtenir un objectif politique qui n'est pas faisable pour eux. Et c'est là où on doit être honnête, c'est de dire quelle est la souveraineté qu'on veut avoir et de l'investir. Aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, si on veut une grande autonomie à travers toutes les crises, ça va coûter beaucoup de ressources humaines et financières. Et si on n'investit pas, il faut qu'on soit prêt à coopérer et il faut qu'on se prépare aujourd'hui à coopérer demain. Merci. Très bien. Donc, ce tour de discussion maintenant a fait sortir un certain nombre de termes qui sont importants. Donc, de se rendre compte qu'on est finalement dans un rapport de force qui nécessite qu'on soit déjà en connaissance de nos forces pour pouvoir les mettre en face des autres. La base industrielle, c'est effectivement un des éléments. Je rappelle ici que nous n'avons pas non plus de stratégie économique, stratégie industrielle en Suisse, ce qui n'aide pas. Ce qui est important, effectivement, c'est d'abord de décider que veut-on atteindre et ensuite de se donner les objectifs. Donc voilà pour ce tour de table sur ces trois éléments. Si je puis avoir un peu de lumière aussi maintenant dans la salle sur notre public, et puis est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez adresser à nos conférenciers? On va quand même se prendre quelques minutes pour vous, s'il vous plaît. Leclerc, Digivolution. Déjà, un immense merci pour les organisateurs et pour toutes les conférences qu'on a entendues. Il n'y avait pas d'approche super théorique, il y avait la réalité. Merci pour les débats qui viennent d'être faits. J'aurais une question pour vous, Monsieur Vautravers, et c'est vous qui me l'avez suggéré. C'est que vous avez utilisé le terme en disant qu'on est souvent en train de discuter des effets, on ne discute pas des causes. Je reprends cette phrase et je me dis, mais avec toutes les expériences qu'on a acquises pendant des années, et maintenant on le voit encore, au niveau des crises, au niveau des guerres, etc., on a mis en place des structures globales comme l'ONU, on a mis en place tout un tas de choses, puis quelque part, il me semble qu'il serait judicieux qu'à un moment donné, on prenne le temps pour comprendre un peu mieux ces causes, mais qu'on le fasse avec une approche qui n'est pas ni partisane, ça c'est très difficile, qui n'est ni nationale, c'est très difficile, et qui ne tient pas compte de vouloir engranger encore des milliards et des milliards, c'est encore plus difficile. Ça veut dire quelque part que l'on puisse reprendre un peu une réflexion sociétale, mais dans une approche hyper pragmatique. On a tellement d'expérience à disposition. Alors, je m'adresse à vous. Vous avez parlé de géopolitique, vous avez parlé de structure. Est-ce qu'il existe quelque part sur notre planète une petite structure qui prendrait quelques minutes pour commencer à se poser ces questions fondamentales? Bon, alors je vais pas vous répondre le WEF parce que évidemment ça ferait sourire, mais il y a ce genre de besoin parce que je serais pas 100% d'accord avec vous. Il y a, à mon sens, beaucoup de gens qui réfléchissent à ces questions. On a parlé de Joseph Nye pour parler de soft power. Alors moi, je suis un de ceux qui pensent exactement le contraire. Soft power, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne qu'avec les gens qui sont déjà d'accord à la base de coopérer. Mais avec les gens qui sont absolument contre, Joseph Nye a publié son bouquin en 94. Un an plus tard, il y avait 2 génocides.
Ça ne fonctionne pas parce que on n'a aucun moyen d'obliger quelqu'un qui est fou, quelqu'un qui est d'accord, qui est prêt à tuer une partie de sa propre population. On n'a pas les moyens d'obliger ces personnes à respecter ces règles de droit. Je reviens sur peut-être quelques points que vous avez évoqués. Quand j'ai parlé des causes, je parlais des causes de la catastrophe et pas des conflits en général. Si vous voulez savoir la cause de la grande majorité des conflits, je peux vous la donner en un mot, c'est l'instabilité. C'est les pays qui recevaient beaucoup d'argent, qui vivaient un petit peu dans un monde parallèle à l'époque de l'Union soviétique et qui du jour au lendemain se sont retrouvés sans soutien, sans aide économique et qui ont de cette manière-là perdu vraiment leurs repères, leur organisation, leur structure, etc. Si vous regardez la majorité des conflits à travers le monde ces 30 dernières années, vous verrez qu'il y a pratiquement toujours un lien avec ce soutien généreux de l'Union soviétique. Donc ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la folie d'une personne humaine. Et puis pour ce qui est de l'ONU, je dirais voilà, l'ONU a été créée avec un objectif qui était d'éviter la Troisième Guerre mondiale. Et puis on espère que l'ONU se recentre au lieu de faire 36 000 différentes choses, certainement toutes aussi utiles les unes que les autres, mais de se reconcentrer sur sa mission première. Y a-t-il une autre question? On a beaucoup, bien sûr, parlé de cybersécurité, de protection des données, mais dans ce domaine où on voit des menaces importantes, est-ce qu'on n'a pas fait depuis des années un autogol gigantesque? Je résume. Quand j'ai commencé les études à l'école polytechnique, c'était les cartes perforées, après c'était les bandes perforées, ensuite c'était les bandes magnétiques, après c'était les floppy disks, après les CD, DVD et tout. Et tout cet héritage pratiquement a disparu. Quand j'ai commencé à l'État, j'avais tout le dossier de Nestlé dans mes tiroirs, tout était écrit. Maintenant, tout est complètement dispersé. J'ai contacté à l'époque les responsables informatiques du canton pour dire, mais écoutez, est-ce qu'on n'est pas en train de tout paumer? Et dans le fond, c'est une chose qui est restée sans réponse. Alors, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce problème d'héritage du passé? Aujourd'hui, on dépense des sommes colossales pour les monuments historiques, pour les archives cantonales et tout ça, mais notre passé récent, qui est notre passé, notre futur, enfin, notre actuel passé, enfin, notre situation d'aujourd'hui, qui est notre passé de demain, on est en train de tout foutre en l'air. Merci. Oui. Donc, le docteur Rollier était notre chimiste cantonal, ici, dans le canton de Vaud. Florian. J'essaie à donner une réponse, mais en fait, oui, c'est vrai, c'est déjà, maintenant, on a beaucoup de travail pour vraiment prendre les informations et les mettre en actuel sur les nouveaux disques ou storage ou je sais pas quoi. En fait, je pense que c'est pas blanc et noir. D'une côté, on a aussi avec les moyens qu'on a aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui, à mon avis, c'est pas si important. On n'a pas besoin de l'archiver pour tout le monde. En fait, c'est mieux qu'on perde ça. Mais quand même, et aussi, on doit être clair que le papier aussi, c'est pas parfait. Mais c'est vraiment un thème. Comment est-ce qu'on peut archiver les données importantes? Et là, par exemple, j'aime très bien utiliser l'exemple des banques. On a les microfiches, mais on a une fois fait l'expériment de penser qu'est-ce qui se passe si les ordinateurs des banques ne marchent plus. Ouais, en Suisse, on n'a pas assez de personnes pour mettre les microfiches dans les ordinateurs. Alors, les microfiches, ça ne vaut rien. Et là, je pense parce qu'on est de plus dans ce information age, en dépendance des informations, il faut vraiment aussi trouver des nouveaux concepts que peut-être processer les informations, les comprimer et les vraiment archiver pour longtemps. Ouais, j'ai pas la solution malheureusement. Y a-t-il encore une question? Merci Pierre Aubry. J'étais l'ancien responsable du plan ORCA du canton de Vaud.
actuellement indépendant. Je me suis mis à mon compte concernant la gestion de crise. J'ai une question pour vous, mon brigadier, parce que vous avez parlé d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'individu, les hommes et les femmes. Vous avez parlé de la résilience comme une des solutions qui permettrait d'être meilleur dans la gestion de ces situations. Or, dans tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, à part ce moment-là, on a dit il faut éduquer la population, il faut donner des consignes, comme si finalement la population devait être là pour exécuter ce qu'on lui dit de faire. Mais finalement, est-ce que c'est pas elle qui a les clés du succès et les clés de sortir de la crise, et comment est-ce qu'on pourrait intégrer à l'échelon militaire, par exemple, cette notion-là, et de dire vous avez un rôle actif, non pas comme récipiendaire ou consommateur de données, mais comme producteur de stabilité. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Je vois exactement de la même manière. Donc, que ce soit l'acteur militaire, que ce soit l'acteur de la sécurité cantonale ou de la sécurité privée ou des organisations privées ou que le citoyen, c'est que elle doit être éduquée pour pouvoir réagir d'une manière pragmatique, de comprendre ce qui se passe et de trouver des solutions ou de contribuer à la solution. Et c'est pour ça que je pense que la Suisse a trouvé des solutions raisonnables quand on compare internationalement, parce qu'on a aussi un système politique qui, même dans la crise, on a dû intégrer tous les niveaux. Donc on a dû parler, on doit le faire un peu plus vite, mais on a parlé, on a trouvé des solutions. Et aujourd'hui, quand il y a la réaction sur certaines des lois qui ont été proposées par le département de l'économie, on dit il faut que les gens ils aient plus la télé ou bien qu'ils aient plus ça. On va dire mais comment est-ce qu'on contrôle? Je pense que là la question est fausse. Peut-être on ne doit pas le mettre dans une ordonnance. Mais si chacun comprend qu'il peut contribuer lui-même à réduire les besoins d'électricité, ou la consommation d'électricité, on fait le pas dans la bonne direction. Donc je pense que vous avez vraiment la bonne réponse, c'est de dire qu'on doit transformer les récipiendaires d'informations, de directives en acteurs de la sécurité et de la solution de crise. Merci. On arrive gentiment. Malheureusement, j'ai la même frustration que vous au bout déjà de cette session. Maintenant, nos 3 panélistes ont une mission, c'est de vous délivrer en 1 minute le message que vous devez prendre dans votre sac à dos pour repartir cet après-midi. Qui se lance? Je vais être plus vite qu'1 minute. N'avez pas peur de la digitalisation. Il y a beaucoup d'opportunités. Prenez la cybersécurité sérieux, mais n'avez pas peur. La sécurité a un prix. Il faut planifier, investir et s'entraîner ensemble aujourd'hui pour être prêt demain à répondre de manière globale ou holistique aux crises qui vont venir. Je vais paraphraser un ancien porte-parole de l'OTAN, une fois n'est pas coutume, qui disait, mais finalement, pendant la guerre froide, on peut faire le parallèle avec l'armée suisse, on avait une organisation extraordinaire qu'on entraînait, qui coûtait beaucoup d'argent, mais qu'on n'a jamais employée. Et donc, tout le monde était content. Aujourd'hui, on a des organisations beaucoup plus petites, beaucoup plus interdépendantes, qui sont sollicitées, et je crois que ça, on l'a pas dit, de manière extrêmement régulière. Et puis, oui, de temps en temps, ça fonctionne très bien, de temps en temps, ça fonctionne un peu moins bien. Donc, bienvenue dans la réalité du XXIe siècle. Merci infiniment. J'ai juste entouré quelques mots sur le papier de cette discussion. Je trouve que ce sont des mots intéressants. On a parlé de chance et d'opportunité. Je pense qu'il faut voir quand même si on est à moitié paranoïaque comme moi, mais je suis un paranoïaque constructif, je vous rassure. Il y a quand même ici des points positifs, il faut les trouver. Je pense que des éléments importants, c'est des éléments de culture. C'est des éléments aussi d'être raisonnable. Je pense qu'on a cette chance en Suisse d'être un peu plus lent parfois et c'est pas quelque chose de négatif. Se connaître. Donc on parle aussi dans tous les exercices, dans tous les développements du fameux Lagebild, l'image de la situation. Je crois que nous nous connaissons malheureusement relativement mal. Là, il y a quelque chose à faire parce qu'il y a des forces. De savoir ce que nous voulons pas. La coopération. Et puis, on sait, la sécurité n'est pas un produit mais un processus.
et il a un prix et nous devons être capables d'y mettre finalement ce que nous estimons nécessaire pour défendre nos valeurs. Je vous remercie, je remercie nos 3 conférenciers, je vous demande de les applaudir et puis fin de cette session. Merci beaucoup.